Bonjour à tous. Bien, je vais vous présenter en fait le travail que nous avons réalisé. Je dis nous parce que j'ai effectivement réalisé pas mal d'observations, mais je l'ai souvent, j'ai concrétisé ces résultats et ces nouveautés éventuelles pour conduire le pommier. J'ai réalisé ce travail avec pas mal de techniciens et chaque fois que je les rencontre, je signale effectivement qu'ils sont aussi tributaires d'un travail qui incontestablement a pu servir à la conduite des arbres fruitiers, en particulier du pommier. Bon, il se trouve que j'ai pris ma retraite à l'an 2000. Alors vous pouvez faire les calculs si vous voulez avoir mon âge, mais j'ai pris donc ma retraite en l'an 2000 et à cette époque, un certain nombre de caractères que j'avais découverts en faisant de la création variétale avec la station d'Angers n'étaient pas pris en compte, en particulier le caractère naturel de ne produire qu'un seul fruit par inflorescence. Bon, après ma retraite, j'étais à Bordeaux, à l'INRA Bordeaux, le seul pépin au milieu des noyaux, donc je n'ai pas été remplacé. De ce fait, nous avons vu avec Michel Ramon-Guillem en particulier, et puis soutenu par Daniel Sauvêtre, nous avons donc essayé de mettre en place, avec l'aide de certains arboriculteurs, de mettre en place un système qui nous permette de faire des pollinisations et de créer des hybrides que nous pouvions évaluer après dans des parcelles qui nous ont été gentiment rétrocédées. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est d'abord les points importants dans la croissance et la fructification du pommier qui ont été à la base de ce travail de vernage dans un premier temps, et dans un deuxième temps, les questions que effectivement nous nous posons aujourd'hui dans les vergers d'expérimentation et les parcelles hybrides quant à l'avenir de la pomme et les orientations que nous devrions effectivement mettre en place. Alors, nous donc dans un premier temps, nous allons donc voir les études réalisées de 67 à 2000 et qui ont été donc prises en compte pour la conduite du pommier. Et dans un deuxième temps, les expériences qui concernent plus particulièrement la création variétale. Première partie, l'arbre, la crotonie, les anticipés et la fleur dominante. Alors, ce sont des choses que tout le monde connaît, mais qui nécessitent malgré tout un travail de reconnaissance et pour arriver à déterminer les géniteurs qui vont pouvoir effectivement permettre d'obtenir un arbre qui est facilement cultivable. Alors d'abord, l'organisation de la ramification à partir d'une tige. Bon, nous avons donc une disposition des branches qui vont partir de la souche, d'une croissance à partir d'une souche, vers une disposition qui progressivement va s'organiser autour d'un axe. Et nous passons donc de position acrotone, mésotone et basitone. Bon, nous, en général, nous sommes partis sur des géniteurs qui ont déjà une bonne organisation de la ramification, telle que nous voyons sur la droite. Ici, c'est Galarina, c'est le géniteur de résistance aux pucerons cendrés que nous avons utilisé le plus possible, qui est cultivé là au Cirea sur ses propres racines. Alors concrètement, quand on parle d'arbres, moi j'ai commencé à visiter les vergers dans les années 70-71, où en fait on était face à des gobelets qui pouvaient monter à 8 mètres au confluent du Tarn et de la Garonne, ou des palmettes, des
des palmettes qui étaient très souvent affranchies et complètement déséquilibrées. Donc il était important à ce moment-là, compte tenu aussi des questions que se posaient les arboriculteurs en France et dans d'autres pays, d'essayer de voir comment on pouvait créer un verger à partir d'une ramification naturelle. Alors à droite, nous voyons déjà des organisations que l'on a pu constater avec l'aide de Mackenzie en Nouvelle-Zélande, des organisations qui sont quand même, qui ont une construction par étage, mais qui est plus proche de la réalité et du port des arbres. Concrètement, en laissant, pour voir comment ça se passait, les arbres poussaient naturellement, nous avons laissé pousser donc des arbres avec un potentiel vigueur relativement important, naturellement, sans aucun coup de sécateur. Et on s'est rendu compte effectivement que chaque variété se développe avec une harmonie et une organisation de sa ramification qui lui est propre. Bon, un arbre comme celui-là, il suffit de l'élaguer, de nettoyer l'intérieur, et nous nous trouvons devant quelque chose qui est tout à fait intéressant pour la production. Alors concrètement, ça n'a pas été facile parce que on passait du gobelet ou de la haie fruitière à des petits pommiers laissés libres. Et dans les années 70, il fut très difficile de convaincre l'arboriculteur de laisser libre la tige issue du sion, l'axe. Certains le couchèrent à 30 degrés de peur qu'il ne monte trop haut, d'où l'appellation axe vertical. On pouvait se poser la question pourquoi ce qualificatif de vertical. Ici, donc, par exemple, un pommier qui est sur un porte-greffe relativement vigoureux, mais qui, malgré tout, va naturellement se prédisposer à la fructification grâce au plombement des branches fruitières, quitte à ce que, on soit peut-être amené, selon la densité, à supprimer les plus vigoureuses. J'ai été appelé par un certain nombre de pays. Je suis allé dans 13, et dont de 1 à 10 fois. Et ici, j'ai un souvenir inoubliable d'une visite du New Brunswick où on voit ici Cortland, qui est un type 4 de Macintosh, qui a finalement été conduit, après quand même une taille sévère au départ, a été conduit très librement. Et je trouve que cet équilibre est remarquable et que c'est un arbre de notre temps, certes, mais qui va quand même être à la base de notre concept. Alors concrètement, eh bien, il va falloir constater et respecter la diversité des ports. Alors cette diversité, elle est exceptionnelle. À gauche, vous avez la descendance d'un même croisement. C'est un type 4, c'est-à-dire un type retombant de type Granny Smith, croisé avec un type 3, donc qui est du centre de la population. Et vous voyez deux individus qui sont donc issus de pépins de même parents, mais qui ont une répartition de la croissance et des organes végétatifs et fructifères tout à fait exceptionnelle. Bon, en haut, avec les pommes à cidre par exemple, et en bas également, en haut avec Enrique Lapena et Michel Ramon-Guillem, c'est le suivi par exemple de variétés qui sont sur 3 rangs, qui sont effectivement très différentes et ont un port très différent. J'ai travaillé de 80 à 83, au passage un peu du verger traditionnel de pommes à cidre en Bretagne et Normandie. Et on a là la photo de deux variétés, l'une à frôle à gauche, qui est incontestablement assez proche de la pomme à couteau,
Et à droite, Douce Moine, qui est une variété relativement érigée et qui pose effectivement des problèmes quant à sa mise à fruit et surtout le volume qu'elle va prendre. Il faut savoir qu'avec la pomme à cidre, on a eu une sélection qui est due à la vache. En fait, quand on trouvait assez peu de porcs retombants, même de type golden, par le fait que le fait de mélanger les pommiers avec les vaches et les élevages ou moutons, nous avions souvent les variétés qui étaient à porc érigé excessivement acrotonnes, excessivement, vigoureuses, elles se développaient plus facilement que les porcs retombants qui étaient broutés. C'est pour ça que lorsque nous avons recroisé avec des résistantes à velure certaines de ces variétés de pommes à cidre, on a à nouveau retrouvé des porcs retombants qui sont effectivement beaucoup plus productifs et réguliers en production. Alors concrètement, on a deux tendances qu'il faut effectivement dissocier. À gauche, on a, disons, des variétés érigées, avec une dominance apicale très forte. Le fruit suit et subit la croissance végétative, c'est-à-dire qu'il est inféodé à cette croissance. C'est le cas par exemple de Reine des Rainettes où la pomme va suivre la croissance. À droite, nous avons au contraire des variétés où la fleur va dominer cette croissance végétative et le fruit donc va bloquer la croissance et provoquer latéralement des développements de coursonnes fruitières. Alors c'est un dessin qui est souvent repris, je fais ça en 3 minutes, même pas, et en fait ça image assez bien, si vous voulez, cette différence qui est fondamentale. Nous sommes sylvestres à gauche et fructifères à droite. Alors concrètement, à gauche, la dominance végétative de l'œil terminal, c'est vraiment une dictature. En fait, l'œil terminal empêche l'évolution de tous les bourgeons dans la première année et la deuxième année, qui se trouvent en dessous. Et de ce fait, on va avoir une mise à fruit qui va être très rapide et qui va être systématique et d'une année à l'autre, va progressivement produire des fleurs et puis tomber en alternance parce qu'ils sont tous au même niveau de développement. Donc on est là plus sylvestre que fructifère avec une alternance de production. Au milieu, par contre, la dominance végétative est rompue par l'arrivée précoce de la fleur terminale. Nous avons donc un blocage de la croissance et avec des fleurs en bout. Donc c'est vers cette option que nous sommes effectivement orientés et que s'orientent beaucoup de créateurs en variété pomme. Alors il faut savoir à droite que d'autres espèces peuvent avoir le même système. Et je pense à des espèces que j'ai suivies, plus particulièrement le châtaignier et puis la prune, où ce n'est pas la fleur qui va arrêter la croissance, mais davantage la mortalité de cet œil terminal. Alors, nous avons ici à gauche, par exemple, en châtaignier, nous avons donc une mortalité de l'œil avec un éventuel retour à fruit du premier axillaire en dessous du terminal. Mais c'est pour ça que les châtaigniers qui sont effectivement cultivés à une distance raisonnable vont avoir un port tout à fait en boule et ne vont pas avoir forcément de leader. On retrouve des troncs avec le châtaignier que lorsqu'on se trouve en forêt, dans des densités très élevées, où la châtaigne ne se trouve qu'en bout, et tout à fait en situation terminale en haut de la forêt. Avec le prunier, c'est pareil. Vous avez en haut à gauche une mortalité de cet œil qui fait que le premier axillaire
le premier axillaire va prendre le relais. Et nous avons donc là une continuité, mais avec cet arrêt de croissance va provoquer la réaction des axillaires suivants qui vont produire soit un rameau, soit une fleur. Hein. Alors, concrètement, dans cette perspective, on retrouve à gauche, entre A, B, C et D, disons, un comportement qui va passer d'une situation relativement végétative, où en fait on a peu de bourses, tous les bourgeons vont fonctionner, on va se trouver dans une situation d'alternance assez facile. Dans une situation d'alternance assez facile. En fait, le végétal et le terminal végétatif peut effectivement, avec certaines variétés, perdurer sur plusieurs années. Dès que l'on descend, on va s'apercevoir que la cotonie commence à se développer, c'est ces Golden Gala. Nous avons des brindilles couronnées, et puis on commence à avoir une mortalité des coursonnes. Puis on va se trouver dans des situations type Idarède où concrètement la croissance va se développer sur des pousses végétatives fructifères courtes, et la bourse va commencer à devenir terminale, devenir importante, pour enfin arriver à des systèmes où l'extinction des bourgeons est très forte, et la croissance des pousses qui sont terminées par des fleurs vont se trouver tout à fait en position terminale avec une bourse très développée. Donc concrètement, décidément, nous avons un passage d'une situation verticale A, qui est donc plutôt végétative et sylvestre, vers une évolution vers les types qui sont à mise à fruit terminale, et avec un port retombant qui va favoriser le développement latéral d'axillaires qui seront directement fruitiers. Donc on va dans cette classification vers des types que l'on va appeler des types D. Alors l'autre aspect important au niveau de l'arbre aussi, c'est le rôle des anticipés. Ces anticipés que l'on appelle syleptiques. Nous avons là à gauche un Fuji, c'est un dessin qui représente le comportement de 6 plants. Un Fuji où on a laissé libre pousser chacune des branches, et on voit assez bien dans l'intention et la volonté du syleptique de vouloir supplanter l'axe sur des porte-greffes plus faibles comme le M9, avec la même variété sur la même moyenne de 6 arbres. On voit que même s'il y a des syleptiques, nous avons un plombement de la branche grâce à la mise à fruit, et le syleptique ne va pas donc prédominer. Alors, la différence entre ces deux types de ramifications, et ça va être important lorsqu'on contrôle ce qui se passe en pépinière en fonction du verger que l'on veut effectivement créer. Bon, le syleptique, il est en fait, il a le même âge que l'axe, mais il est programmé pour devenir aussi un axe. Donc, il est sûr qu'on va avoir une réduction assez forte du calibre de l'axe principal par le fait que ce syleptique va rester érigé. En proleptique, on a au contraire une croissance végétative qui va partir d'un rameau court, soit dans
des bourses qui vont porter des fleurs, mais pas de fruits, soit des bourses qui ont porté des fruits et qui vont donner donc une croissance avec un retardement qui va être plutôt, qui va avoir comme destination plutôt une branche fruitière. Alors ici, à gauche, on voit, dans la partie haute, on voit facilement la différence d'un céleptique qui a grossi parce qu'il était programmé pour devenir un axe, avec un proleptique qui est issu d'une bourse qui a soit porté un fruit, soit une fleur sans fruit. Et bon, cette disposition, elle était assez classique pour créer des axes dans une densité relativement restreinte. Dans la partie droite, au contraire, nous avons ici un copan du gris du Limousin qui est sur 106, vigoureux, et où en laissant les céleptiques se développer, nous avons malgré tout un arbre bien constitué grâce à une mise à fruit précoce qui a permis de plier ces anticipés. Donc on va s'orienter sur des vergers selon la densité à gauche, soit avec des porte-greffes vigoureux où on va utiliser donc l'anticipé, il est conservé. Soit à droite, on va s'orienter vers des densités beaucoup plus élevées où l'axe ne va pas avoir d'anticipés qui peuvent le concurrencer. Et on va avoir la possibilité donc de serrer sur le rang, mais cela va nécessiter une intervention en pépinière de façon à n'avoir que des croissances courtes. Alors, on voit ici l'utilisation de deux exemples d'utilisation des anticipés. À gauche, dans le sud-est, c'est le fait de laisser un Granny Smith libre où l'anticipé va donc se développer. Il sera soit mis sur le rampe, si on veut une conduite à plat, soit en volume, selon donc le type de conduite que l'on aura choisi. Là, c'est des travaux récents de Michel Ramon-Guillem sur des pommiers à cidre, avec une proposition de conserver les anticipés les premières années, puis de les supprimer, de façon à avoir un équilibre progressif qui se fait grâce à la mise à fruit rapide. Alors l'anticipé, bien souvent on ne comprenait pas avec Granny Smith en particulier quand l'axe vertical est parti dans les années 70. Ces anticipés nous posaient question, mais assez rapidement on s'est rendu compte que il n'y avait pas de lien entre la présence d'anticipés et le type de fructification. En fait, si l'arbre est vigoureux, on a 3 arbres sur le même tronc. À droite, par contre, si l'arbre est faible, on a donc 3 arbres. Alors l'équivalence selon la vigueur de l'arbre, dans ce cas, 3 axes, donc, soit sur le même arbre, soit sur les 3 arbres plus faibles. Alors on peut considérer que par exemple Granny Smith, qui est acrotone, pourrait être basitone parce qu'elle a des anticipés. L'anticipé est dans ce cas un arbre dans l'arbre. Alors autre aspect effectivement très, très important et qui pose toujours des questions sur la partie haute de l'arbre, ce n'est pas le sécateur qui arrête le développement de l'arbre. Il faudrait à tout prix avoir un dispositif, une association variété porte-greffe qui permette à la hauteur déterminée avoir un arrêt naturel et non arrêté par le sécateur. Alors si l'arbre est arrêté par le sécateur, la croissance est renforcée sur le haut de l'arbre. Bon, c'est ce qu'on avait dans les années 70. Je pense qu'on avait calculé que le poids des branches qui étaient coupées était équivalent au poids des branches qui restaient sur l'arbre. C'était une taille très sévère avec donc une partie excessivement vigoureuse en haut de l'arbre et puis une atrophie très forte de la partie basse de l'arbre qui n'était plus productive.
Bon, alors à ce moment-là, on est obligé effectivement de repartir et d'avoir ce qu'on appelle une restructuration de l'arbre, de façon à lui donner la possibilité de se développer sur les axes, plusieurs axes, sur ces gros arbres qui étaient déséquilibrés. Alors, quand il n'y a pas de sécateur et lorsque la fleur terminale colonise la branche et les branches les plus hautes, la croissance végétative change de direction. À ce moment-là, si vous voulez, au lieu d'avoir des gourmands, une disjonction entre croissance végétative et fructification, cette croissance végétative va se répartir sur les coursones du haut en bas de l'arbre. Nous avons des pousses végétatives qui sont d'égale vigueur entre le haut et le bas. Donc à ce moment-là, la croissance se met carrément au service du fruit. Bon, alors concrètement, on s'est aperçu effectivement, moi j'ai un patron qui était toujours favorable à la taille de fructification, et la taille de formation, pardon, et la taille de fructification. Bon, quand on a lancé l'axe vertical, il n'a pas voulu écrire la préface de mon bouquin, parce qu'il était profondément persuadé que je m'orientais dans des situations très difficiles à contrôler plus tard. Donc il y a eu beaucoup de difficultés. On a passé 4 ou 5 ans à nous bagarrer un petit peu au niveau du terrain pour arriver à faire comprendre que cet axe libre, ma foi, il est différent selon les variétés, mais il va incontestablement provoquer une mise à fruit rapide. Après, il faudra contrôler cet équilibre entre la croissance et la végétation et la fructification. Donc après, on va s'orienter donc vers des systèmes qui sont différents selon la densité qui va être utilisée. À droite, on est plutôt dans une forme en volume. Et puis à gauche, on va progressivement, donc si on dépasse 2500 pieds hectares, on va s'orienter plus progressivement vers des vergers de type mur fruitier. Alors la branche fruitière, 4 types de fructification, végétatif au service du fructifère. Bon, toute la question va être la suivante. Comment cette pousse végétative, tant qu'elle est importante jusqu'à 4 ou 5 ans, va s'orienter vers le fruit et non pas vers une réitération végétative. Alors là, d'abord, dans un premier temps, je parle bien de la branche fruitière sous contrôle, mais on l'observe libre, c'est-à-dire qu'on va la laisser se développer et ployer sous le poids du fruit. En fait, on a toujours eu des difficultés avec les gens qui étaient particulièrement adeptes du sécateur. Et là, je me suis trouvé à gauche dans un symposium en Hollande avec Wertheim, mais je me suis aperçu qu'alors que ce monsieur souvent avait été assez critique par rapport à nos propositions, je me suis aperçu que dans les vergers qu'il nous faisait visiter, c'était les vergers en spindlebush, qui effectivement ils étaient basés sur une taille sévère et en particulier ce que vous voyez à gauche, la coupe par moitié de la branche végétative. Alors, de la branche fruitière. Ce qui me paraît effectivement très important, c'est que selon l'importance de la vigueur de la branche, dans la mesure où ce retour va se faire sur des rameaux peu vigoureux, nous n'aurons pas d'incidence et ça peut effectivement rendre la branche beaucoup plus équilibrée. Mais dès que cette coupe est sur une zone qui va provoquer une croissance forte, et en raison du calibre de cette branche, nous allons avoir, vous voyez la différence, un retour de la mise à fruit sur la partie extérieure qui incontestablement est d'une qualité inférieure aux coursones qui sont plutôt à l'intérieur, qui sont beaucoup plus développées. Alors cet aspect est effectivement pour moi très important. Dans la mesure où on taille sévèrement une branche fruitière latérale qui est déjà en fruit, ou
ou même qui ne l'est pas. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait de rejet, il faut faire très attention parce qu'on va avoir ce qu'on appelle un retour en arrière dans la zone juvénile. Et à ce moment-là, ce retour en arrière, je vais retrouver ma flèche, oui. Ce retour en arrière, effectivement, est assez dramatique quant à la qualité du produit, mais c'est aussi dramatique par le fait qu'on peut, à ce moment-là, vous avez des fois sur des restructurations sévères, vu des gourmands avec des éperons. Ça veut dire qu'on revient en arrière dans ce qu'on appelle la zone juvénile, et qui est incontestablement donc n'est pas fructifère, quoi. Elle n'est pas fructifère. Et avant, au-dessus de cette zone, il n'est pas possible d'avoir un produit vraiment amélioré. On voit que dans le débobinage de l'hybride que vous avez au centre, on voit une fleur seule, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on fait des fleurs mais pas de fruits, et puis progressivement, en remontant, on va avoir une mise à fruit qui va être effectivement tout à fait équilibrée, et la fleur va donner des fruits. Donc une taille sévère, incontestablement, nous amène à ce retour en arrière. Alors il faut savoir aussi qu'au niveau des mutations naturelles, qui se font souvent sur des cellules qui sont plutôt périphériques, hein, péricline, mais ce sont donc des cellules qui sont très superficielles et qui ne sont pas forcément à la base et au centre de notre végétal. Il faut faire très attention quand on prend des greffons. Si vous prenez des greffons sur des gourmands, vous pouvez avoir disons des gourmands qui ne sont pas porteurs de la mutation que la variété est en train de produire, quoi. C'est donc en raison de ce retour. Alors concrètement, donc, on va voir plusieurs types de fructification on va voir en haut à gauche, on va voir, si vous voulez, ce que l'on peut observer entre des variétés anciennes, des spurs ou des types 2, type reine des rainettes par exemple, des concepts où la végétation, l'aspect végétatif de l'œil terminal va perdurer. Et à ce moment-là, donc, la pomme va suivre la croissance végétative, mais ne pas la dominer. Donc toutes les coursonnes vont se mettre au même niveau et on rentre dans un système d'alternance. Bon, au niveau des dominances, j'arrive pas à la retrouver ma flèche. Au niveau des dominances apport retombant, donc, dans la mesure où la pomme donc, va se trouver très rapidement en position terminale, eh bien, nous allons, même sur la réitération que vous voyez en haut qui s'est pliée finalement, nous allons avoir une colonisation qui ne se fait pas de la base jusqu'à la pointe de la branche fruitière, mais davantage de la pointe fruitière vers la base. Alors nous reprenons donc les systèmes à gauche proposés des 4 types, A, B, C et D. Et on s'aperçoit de ce cheminement progressif entre des systèmes érigés et des systèmes à rapport retombant, donc avec progressivement beaucoup plus de bourgeons qui s'éteignent, pour s'éteindre en bas totalement, une bourse qui est de plus en plus grosse, et puis la présence progressive d'une croissance végétative fructifère, et donc non alternante par le fait qu'elle va avoir donc une grande diversité de croissance de la brindille couronnée à des pousses courtes, qui font que très souvent sur les arbres qui produisent pourtant trop de bourgeons fruitiers, on peut avoir des coursonnes à fruits et des coursonnes qui ne sont pas à fruits, donc un certain équilibre.
Alors, à droite, concrètement, donc, on va progressivement, donc, en A, avoir donc une dominance apicale forte. C'est donc les variétés de type Spur, des types Reine des Rainettes, où il faut faire très attention donc, au fait qu'on va, on va avoir des coursonnes qui vont être au même niveau, donc se mettre collectivement en situation d'alternance. En bas, le B. Le B, ben, c'est Gala, c'est Golden. On a une mise à frais qui se fait avec un pliage de la branche, mais on peut, et on a très souvent sur le dos de la branche, sur le haut de la branche, sur la courbure, on a des réitérations qui incontestablement sont prioritaires. Et il fut un temps où on a proposé une taille de renouvellement, où on coupait la partie qui était fructifère et qui commençait à faiblir au profit de ces repercements épitones. Alors on sait, ben, les choses commencent à aller bien, c'est le type de Granny Smith, mais on peut avoir des réitérations dans la partie haute, mais ces réitérations, elles sont rapidement colonisées en terminale, et donc les choses ne se passent pas si mal. C'est-à-dire que la croissance, malgré tout, si elle part ailleurs, hors des coursonnes, elle va très vite être récupérée par une floraison terminale. Et puis on a ce que nous recherchons aujourd'hui, des systèmes D, où en fait là, on se trouve dans la situation vraiment idéale, c'est-à-dire que nous n'avons pas de réitération végétative, c'est-à-dire de séparation entre la croissance végétative et la fructification, et toute la croissance va se mettre au niveau, au niveau de la fructification. Alors nous voyons là comment se termine effectivement le cycle, en haut à gauche, le cycle végétatif. A été bloqué par une fleur, on peut appeler ça un bouchon, mais on voit que c'est pas encore fini, hein. Il y a quand même une végétation latérale en dessous de la bourse qui est forte et qui va à nouveau se faire arrêter, mais disons que c'est la fleur qui est patronne. En bas, vous voyez, une fois que cette croissance va se développer sur les coursonnes, c'est assez étonnant de voir, par exemple ici, une coursonne qui a 5 fructifications consécutives. Et si vous regardez bien le support de chacune de ces coursonnes, la vigueur est exponentielle. C'est-à-dire qu'on a une coursonne très courte, et puis nous finissons par une brindille couronnée. C'est-à-dire qu'on n'a pas une faiblesse, mais au contraire une augmentation de la vigueur et du potentiel fructifère. Alors, pour terminer au niveau de la branche fruitière, des techniques ici proposées par Michel, des techniques qui donc sont en évolution et ont évolué depuis que ça a été fait. La technique de la main, par exemple, on peut défourcher et arrêter évidemment lorsque la branche va être trop basse et s'affaiblir. On va avoir aussi, on va se trouver dans la nécessité de créer une cheminée pour que la lumière passe au centre de l'arbre. Hein, donc sa proposition, c'était les fameux 3 œufs, où on avait donc un élagage des branches qui était en surnombre, qui étaient superposées ou face à face, l'extension des coursonnes mal placées et la création d'une cheminée de lumière et puis l'éclaircissage. Voilà, alors on termine cette partie sur la branche fruitière. Donc, cette notion pédagogique de la main qui, effectivement, a permis à beaucoup de passer d'une taille de renouvellement systématique et sévère vers, disons, un débobinage ontogénique de toute la branche, quitte à après avoir des stratégies particulières pour lui remonter les bretelles dans la mesure où elle va trop descendre. Alors, la coursonne, on parle donc de l'arbre, le développement complet
du végétal, sa branche fruitière qui se trouve donc en position latérale sur l'axe. Et maintenant, on est donc sur la coursonne qui est en position latérale de la branche fruitière. Alors la coursonne, ben, ma foi, ce qu'on va essayer d'avoir, c'est un prolongement exponentielle de la croissance, c'est-à-dire une distribution de la croissance sur ces coursonnes, de façon à ce qu'elles puissent dans le temps vieillir sans qu'elles aient un développement végétatif important. Alors au niveau de la lecture des coursonnes, bon, ce qui est important, c'est de repérer les cicatrices des écailles du bourgeon. C'est là où on change d'âge. On passe d'une année à l'autre. Donc ça nous permet effectivement donc de considérer la stratégie et les résultats donc fructifères d'une année à l'autre. Alors là, pour la coursonne, j'ai quand même là repris quelque chose que je n'ai pas présenté depuis un certain temps. C'est un travail que j'ai fait de 67 à 69. Oui, bon, j'étais tout jeune. C'était sur. J'ai commencé à travailler sur une collection de pommiers dès ma rentrée à l'INRA en 1962. Et donc, en travaillant dans une collection, je me suis dit, mais c'est quand même pas normal que l'on fasse rentrer une variété particulière dans un carcan de forme qui est toute la même pour toutes les variétés. Et donc, j'ai demandé à ce moment-là, c'était pas forcément évident, si j'avais la possibilité de faire une étude donc assez complète, puisque j'ai étiqueté 1125 coursonnes, et avec des étiquettes séchées à la paraffine pour que les atomiseurs des traitements ne les arrachent pas. Et voilà, je vous propose deux résultats qui m'ont paru importants. À gauche, la longueur de la coursonne et surtout du support de coursonne, c'est-à-dire de ce qui va précéder la bourse. On s'aperçoit, alors, c'est tout à fait intéressant de voir ces sur Golden Delicious qu'il fallait que cette longueur, cette autonomie, c'est-à-dire ce fait de se sortir de la concurrence végétative de la branche, il fallait que les coursonnes atteignent 3 cm, 3 cm de longueur. Et puis qu'après, nous avions donc une évolution. Bon, les brindilles couronnées, 10 cm, les brindilles couronnées sont relativement ont un calibre plus important. Alors, le calibre du fruit est pris simplement en juillet pour éviter effectivement de faire des mesures lorsque déjà certains fruits sont tombés par terre, ce qui nous permet d'avoir le même résultat, mais donc avec des calibres qui peuvent paraître effectivement inférieurs, mais on est monté à 70-80. Et sur la partie de droite, alors déjà, bon, c'est intéressant, c'est là que, si vous voulez, à cette époque-là, on vendait la petite golden aux Anglais, et que par une taille courte, on avait des petites golden qui étaient portées par des rameaux jeunes de 1 an en position latérale. Donc là, ça démontrait bien qu'il fallait effectivement, si on veut augmenter les calibres, se trouver dans des situations non végétatives et où les coursonnes pouvaient avoir une certaine autonomie par rapport à la branche fruitière. Et dans la partie de droite, nous avons la floraison. Et là, c'est intéressant, ça peut poser aussi des questions quant aux techniques que l'on utilise pour éclaircir. C'est que vous avez les dates de floraison et vous vous rendez compte que le calibre en rouge est nettement plus important sur les fleurs précoces. Et que dès que l'on se trouve en queue de floraison, nous avons, en raison de souvent des coursonnes d'1 an, mais nous avons incontestablement une baisse des calibres assez remarquable.
Alors, au niveau de la Coursonne, compte tenu de ce que nous avons vu précédemment sur le volume de la bourse terminale, là j'ai fait un travail qui a été, sur 3 ans, qui a été important et long. Je pense que j'avais calculé 400 000 observations. C'est la relation qu'il peut y avoir entre l'alternance de production et le volume de la Coursonne terminale. Et là, nous avons une régression qui, en physiologie, c'est pas facile d'avoir des R de 1 quoi, ou de 0,9, mais quand même à 0,67, on a une relation très remarquable. Les variétés retombantes type Rambiotti, Redwinter, Granny Smith sont incontestablement beaucoup moins alternantes que les types Spurs, Crimson, Luigic bien sûr, ou autres. Bon, incontestablement, au niveau de la régularité de production, les variétés à port retombant et bourse terminale forte sont incontestablement celles qui alternent le moins. Le même travail a été fait sur la longueur du support de fructification, hein, c'est-à-dire la longueur de l'autonomie de la coursonne par rapport à la branche qui porte cette coursonne. Alors là, on a incontestablement la même relation, quoi. C'est-à-dire que plus la coursonne se trouve soit en position terminale pendante, soit en position latérale, dégagée de la croissance végétative, plus nous avons un calibre et une qualité du fruit qui est incontestablement supérieure. Je vais simplement vous faire remarquer ici, regardez Gala et Golden. Gala est toujours mieux placé que Golden. Ouais, précédemment, c'est pareil. Ouais, Gala et Golden. Gala, incontestablement, a une tendance à développer sa croissance davantage sur les coursonnes que ne l'a Golden Delicious. Alors, si on regarde le cas de variétés autorégulées de type 4, c'est ce que nous recherchons. Nous avons de haut en bas l'âge de la branche fruitière. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. En gris, nous avons le nombre de bourgeons végétatifs qui, effectivement, ne se sont pas développés. C'est-à-dire ce sont des bourgeons donc, latents qui restent constants. Et c'est assez intéressant de voir ce nombre de bourgeons reste permanent. Bon, si vous avez une taille sévère, certains vont démarrer, évidemment. Mais dans la mesure où on va laisser la branche 5 ans se développer, on s'aperçoit effectivement que ces latences restent de 1 an à 5 ans, c'est la partie grise à gauche, donc reste constant. Au niveau des bourgeons végétatifs en vert, leur nombre va régresser progressivement, ce qui provoque incontestablement une orientation de la croissance vers les pousses fructifères. Sur un an en rose dans la partie haute, sur un an en rose, hein, les bois de noix sont souvent à fleurs, mais ils avortent. Et concrètement, ces bois à fleurs ces fleurs plutôt qui avortent sur bois de noix vont devenir des cicatrices qui n'auront plus la possibilité de repercer. Et en rouge, nous avons une mésophyte qui progressivement va incontestablement se développer avec un équilibre intéressant à 5 ans d'âge, un équilibre intéressant par le fait que le végétatif est guère important, les fleurs avortées encore moins, et nous allons avoir donc sur ces types qui sont autorégulés à peu près 20 à 27% du nombre total de bourgeons qui vont être effectivement fonctionnels au niveau de la production. Avec Granny, un Granny laissé libre, il tourne à 22-25%. Et en fait, Granny, on peut arriver parfois à ne pas intervenir sur l'arbre et avoir de bons résultats. Alors on peut voir en haut à gauche
les spurs donc, qui sont actifs, vous voyez, Granny Smith, donc 23%, et qui donc sont. C'est une situation proche d'une autorégulation. Donc là, la notion d'éclaircissage va rentrer en ligne de compte, dans la mesure où on a des hybrides qui effectivement ont une extension de bourgeons relativement importante pour que seulement 20-25% soit fonctionnel. On se trouve dans une situation où on va avoir peu de taille et pas d'éclaircissage. À droite, là encore, on voit le bon comportement de Gala, et sur mois de 2 ans, le pourcentage de retour à fruit, sur Granny Smith, sur mois de 2 ans, sur mois de 3 ans, et voilà. Bon, sur un des rignettes, ça semble bien, évidemment, très difficile. Par contre, là aussi, Gala se comporte en situation intermédiaire, pas si mal que ça. En bas, à gauche, oh mon Dieu, qui est une alternance totale. Bon, nous avons donc bois, fruits, le bois même, bon, ça, on le sent. De l'Est qui, sur les branches qui ont été arquées, bon, va pouvoir produire là 6 années consécutives avec une croissance qui est quand même assez exponentielle, puisque la dernière année, nous avons une bonne couronne. Alors, si vous voulez, pour arriver à réguler ces variétés qui produisent trop de coursons pour les propositions qui étaient faites, c'était en particulier de nettoyer, pour les arbres en volume, je ne parle pas de nettoyer l'intérieur de l'arbre de façon à ce que la lumière puisse rentrer. Et ce nettoyage permettait d'éviter le certainement des coursons. Puis toutes les coursons qui se trouvent en situation mal placée, quoi, ou qui sont pas mantes. Nous avons donc à ce moment-là proposé ce qu'on appelait les fruits qui nous permettaient globalement de nous donner une idée du nombre de pommes de coursons qu'il fallait effectivement laisser compte tenu du calibre et de la vigueur de la branche laitière. Alors, on a fait des travaux sur différentes espèces, en particulier au niveau du cerisier, en faisant de l'extension, en cassant les bouquets de mai qui sont sous la branche. Vous voyez le résultat, lorsque l'on sort ces bouquets de mai, c'est-à-dire lorsqu'on allège la production et qu'on sort en particulier les bouquets de mai mal placés, on a une évolution assez considérable du calibre et puis de la coloration. Alors d'autres situations, évidemment, sont intéressantes. C'est vrai aussi pour le poirier, où souvent on a 50% de coursons qui fonctionnent. C'est qu'on a donc une synchronisation. Certaines coursons, en haut à gauche, bon, sont à bois. D'autres sont à fruits. On le voit en haut à droite également. Bon, c'est le cas de Golden Delicious. On a un désynchronisme idéal où sur 50% de coursons qui fonctionnent, 25 alternent et 25 sont à fruits. Le problème, c'est que ça se dérègle souvent et qu'on peut s'acheminer assez facilement vers une alternance de production. Puis vous avez des variétés qui ne produisent vraiment qu'une année sur 2, sans fruits. Comme la variété petit jaune en pomme à cidre. Ici, c'est Renette dorée, les dessins, où c'est intéressant de voir que la coursonne a un autre aspect. La coursonne qui est à fruits est colorée, l'autre elle est plus terne, quoi. Elle ne marche pas. Alors il y a quand même effectivement des exceptions. Par exemple, le cassou, une variété béarnaise, il ne faut pas s'étonner si les personnes originaires de cette région sont aussi perdurent aussi et sont aussi bien structurées. C'est-à-dire que cette variété, comme vous pouvez voir sur la photo, à gauche, bon, elle a produit, c'est en collection, ça n'a pas été récolté, a produit l'année suivante, on voit les fruits en bas, et puis va se mettre à nouveau à fleur, vous voyez, donc la production qui se prépare pour l'année suivante.
C'est une pomme particulière hein, que j'avais croisée moi, mais il y a longtemps, en 67, avec Golden Delicious. C'est pour vous donner quand même une idée du caractère béarnais, c'est que cette pomme croisée avec Golden, en descendance, on n'avait que Cassou. Tout ressemblait à Cassou et pas à Golden. Hein, alors que normalement, on devrait avoir 50% de caractère de l'une et de l'autre. Bon, et j'ai eu en collection une Golden doublée à la colchicine qui était une tétraploïde. Et en croisant Cassou par Golden tétraploïde, on a obtenu, c'est au Conservatoire d'Aquitaine, on a obtenu je pense même cinq hybrides tout à fait intéressants qui avaient à la fois les particularités de Cassou et celles de Golden. C'est pour dire la personnalité effectivement de variétés de ce type. Puis vous avez aussi donc des variétés triploïdes dont la pollinisation se fait pas toujours très bien, par des triploïdes diploïdes, bon, tels que Courpin du Gris du Limousin. Alors, nous avons fait des travaux aussi sur l'interception de la lumière et la fonction chlorophyllienne. Bon, là, vous avez à gauche simplement la différence entre un axe de Royal Gola et donc de la coloration avec un profil d'éclairement classique en bas où en fait on n'a pas fait la cheminée et en haut avec un profil d'éclairement plutôt centrifuge où incontestablement l'éclairement se développe davantage jusqu'à la partie intérieure. Bon, en bas à gauche, ce qu'il faut savoir, c'est que la photosynthèse, par exemple en vigne, elle ne marche que jusqu'à 11h à midi. Quoi. On a un stress hydrique, surtout dans les régions de Graves ou de Médoc, on a un stress hydrique tel que c'est tellement important que les stomates ne s'ouvrent pas. Quoi. Mais on a un pommier, alors qu'ici c'est à Toulaine avec un sol limoneux, on s'aperçoit que l'efficience de la photosynthèse, incontestablement, à partir de 11 heures, va décliner. Là, nous avons donc incontestablement quelque chose qui nous invite à regarder la forme qu'on utilise et la façon dont notre surface foliaire est éclairée. Alors ici, en haut à gauche, le biax qu'on avait fait, c'était en 86, hein, pour le robot Magali, qu'on a essayé pendant 3 ans, qui a été après, je pense, essayé aussi au CTFL, à l'ANXAD. Et on voit assez facilement la zone ombrée avec une forme verticale et allongé, qui est donc un biaxe, mais pas aussi étroit que ce que l'on fait aujourd'hui. Mais on s'aperçoit que la coloration, que l'éclairement est nettement moins important que sur, par exemple, une forme étalée comme le Solène, où incontestablement l'éclairement du feuillage se fait beaucoup mieux. En bas à gauche, les essais réalisés en pergola ont été carrément catastrophiques. Un seul fruit par inflorescence. Bon, alors ce caractère un seul fruit par inflorescence a été observé dans les années 80. Dans les années 80, je me suis trouvé en bas à gauche, en face d'arbres issus je pense, d'Hydred, hein, qui est une des voies donc d'un fruit. Et puis celui-là, je ne m'en rappelle plus, de l'autre parent. Et où incontestablement, j'avais des brindilles couronnées qui étaient facilement, vraiment chétives, quoi, et qui portaient une très belle pomme tout à fait en bout. Et donc, je suis reparti de ce clone qui est le X3191 pour faire donc essayer d'améliorer sa qualité parce qu'il n'était pas exceptionnel. Et nous avons dans la partie haute un de ses descendants. C'est intéressant de voir
Des coursonnes qui sont relativement allongées, type cigarette ou cigare. Et puis on a eu surtout l'observation sur plusieurs années d'un retour à fruits tout à fait exceptionnel. Bon, vous avez alors déjà Inogo, Akita ne sont pas à ce niveau, mais disons sont en mi-chemin vers cette situation. Voilà. Alors, bon, c'est un caractère qui va réduire ou supprime l'éclaircissage des fruits, mais surtout, et ce qui va être important, les deux sont importants, mais qui assure un retour à fruits sans aucun problème l'année suivante, quoi. Alors, il faut savoir que l'étude histologique de Jean-Marc Selton, qui était à l'INRA à ce moment-là, montre que la présence de faisceaux conducteurs vraiment en surnombre permettrait au fruit central de pousser et de, disons, de dominer complètement les fleurs latérales. Alors, dans les variétés nouvelles résistantes à la tavelure, avec un seul fruit par inflorescence, nous avons en cours de sélection dans le programme une issue de Pink, qui donc n'a qu'un seul fruit, et puis deux issues de Garance qui sont effectivement avec un seul fruit par inflorescence. Alors donc en situation, donc, comme je vous disais, intermédiaire, donc on a Lori Inogo et puis Akita. Lori Inogo, contrairement à ce qui a pu être dit dans la presse, c'est moi qui ai fait un de ses parents et c'est moi qui ai créé, je m'excuse, mais qui ai créé et sélectionné Inogo. Alors Akita, ben, c'est créé par Vernoge dans la génération 2023. Alors, bon, ben, effectivement, on pouvait se poser la question. Moi, j'ai donné un coup de main pendant 5 ou 6 ans au Conservatoire d'Aquitaine. À certaines périodes, j'y allais tous les 8 jours. Et bon, on avait, je pense, il y avait 1053 variétés au Conservatoire. Ben, j'en ai trouvé qu'une qui a qu'un fruit à droite, qui a qu'un fruit par inflorescence, de façon très typique et avec un calibre intéressant. Mais en fait, elle est dénommée museau de lièvre de Béarn encore. Mais elle a qu'un fruit par inflorescence, mais c'est certainement une fausse variété parce qu'elle n'a pas du tout, c'est pas du tout autrefois, si vous voulez, quand on recueillait une nouvelle variété, souvent on l'avait pris à partir d'un pépin qui avait donné un plant sous un pommier, mais on ne considérait pas que ce pépin il était issu souvent d'un pollen qui venait d'une autre variété. Donc là, on connaît, c'est difficile. Les museaux de lièvre, j'en ai moins observé, au moins 50, et chaque fois, bon, ce sont des types qui sont évidemment très différents de la forme museau de lièvre. Puis vous avez d'autres variétés à gauche, comme Anis, 2-3 fruits par inflorescence, qui sont de très bonne qualité, vraiment très bonne qualité, mais qui sont quasi alternantes en production par le fait qu'elles ont effectivement de 2 à 4 fruits par inflorescence, en pot naturel. Alors, création variétale. Bon, on va essayer donc à partir de 2000, donc, compte tenu du fait que certains caractères n'ont pas été repris en compte à l'INRA. Bon, moi je suis pas béarnais, mais en fait je suis quand même assez têtu. Je dis bon, ce serait quand même dommage de laisser tomber ça. Et donc on est parti donc sur on a créé un groupe qui permettait donc de créer des variétés nouvelles en tenant compte en particulier en haut à gauche de ce passage vers le type 4 de fructification. On a vu tout à l'heure les branches fruitières type D, quoi. La résistance à la tavelure grand VF, bon, qui est ce qu'elle est, mais qui permet d'avoir une stratégie phytosanitaire quand même peut-être plus allégée. La résistance au puceron cendré, alors on va le voir, qui est tout à fait impeccable, hein, ça et qui se passe en descendance
nous l'obtenons très facilement. Et puis un seul fruit par inflorescence. Alors, des sélections qui sont plus récentes aujourd'hui, vous avez sur la photo du centre, en fait, des hybrides. On a une disjonction importante entre des hybrides qui ramifient mal ou qui ramifient avec de grandes branches fruitières qui peuvent être intéressants dans des vergers où l'arbre est considéré comme un volume. Et puis à droite, vous avez un arbre, au contraire, qui va prendre faire de nombreuses pousses, avec peu de dénudation. La seule dénudation que nous avons en haut à droite, là, cette dénudation est due par le fait qu'on a conservé deux rameaux verticaux, ce qui va sans doute nous interroger sur le fait de ne pas accepter de pousses trop longues à pépinière. Bon, alors on a donc une disjonction et on s'aperçoit qu'effectivement on peut déjà en parcelle hybride, hein, ce sont donc des pieds mères hein, qui sont issus du pépin, on peut déjà en parcelle hybride, si vous voulez, sélectionner des arbres qui ont un type de fructification intéressante, par exemple à droite pour la haute densité avec donc une ramification nombreuse et courte, quoi. Alors le passage en bas à gauche, la différence c'est que le dessin montre une branche fruitière de, je crois que c'est Chantecler. Si on s'achemine vers des ramifications courtes et nombreuses à ce moment-là, cette branche correspond à 4 petites branches ou brindilles fruitières. Bon, alors en tavelure, bien, nous avons donc à gauche Oriane qui donc est résistante à tavelure avec le gène grand VF, bon, ou les gènes, et qui peut facilement se faire contourner par d'autres races. Et puis à droite, nous avons des variétés qui sont issues d'un milieu Pays Basque où la pression humide et le fait qu'il y ait beaucoup de pluie fait que de génération en génération, on a une résistance qu'on appelle polygénique et qui en fait permet effectivement d'avoir peu de tavelure. Alors je suis témoin moi d'un verger du Conservatoire d'Aquitaine qui a été planté à côté d'un verger de Gala abandonné, bourré de tavelure. Et il y avait une centaine de variétés dans ce nouveau verger. Et il y avait 11 variétés issues du Pays Basque. Eh bien, en montant sur une échelle et en essayant d'examiner la parcelle, vous pouviez retrouver les 11 variétés du Pays Basque qui avaient des feuilles vertes et n'avaient pas pris la tavelure. Alors, donc, le problème, c'est que ces variétés, souvent, sont d'une qualité basque, quoi. Alors, parfois, c'est comme le cidre, c'est pas toujours du goût de tout le monde. Je ne sais pas si les Béarnais sont aptes. Alors, donc, en résistance puceron cendré, c'est parti de la X4982 qui donc est un croisement entre Florina et Gala, et donc, qui donc propose dans sa descendance incontestablement, disons, moins que 30 à 40% d'hybrides qui sont effectivement résistants. Alors vous avez donc à droite celle qu'on a vue en premier, c'est Désiré. Désiré qui a été une des premières nommées, qui a été donc plantée, je pense, en 2001 ou comme ça, qui est résistante à la tavelure grand VF et au puceron cendré, et qui est le géniteur actuel de résistance au puceron cendré. Alors là, j'ai fait un greffage chez moi sur un pommier qui était vraiment sensible au puceron cendré. Et j'ai greffé, j'ai fait Désiré dessus. Bon, j'ai pas réussi tous mes greffes, mais enfin, ça s'est pas trop mal passé. Eh bien, il se trouve que même si le puceron cendré est très proche ou frotte les bourgeons, les pousses et les feuilles du résistant, ben, il ne passe pas sur les résistants. Alors bon, actuellement, ben, on se pose des questions hein, sur
le blarotte, hein, c'est intéressant de s'apercevoir qu'il y a qu'une disjonction de sensibilité apparaît dans certaines descendances. Ça voudrait dire qu'on aurait peut-être des résistances dans le travail que nous faisons, des résistances à ce parasite. Et puis, la punaise diabolique qui est une extension qu'on a effectivement à surveiller, mais surtout sur Poirier, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment fait-on? On a la pollinisation, elle est libre. Hein. Ça m'est arrivé d'être pris à partie par des écologistes, mais ils sont bien les écologistes, mais certains sont un peu intégristes, parce qu'on faisait la pollinisation avec un pinceau à la place de l'abeille, me considéraient comme quelqu'un qui n'était pas attentif à la nature. Bon, voilà. Alors, comme le montre la photo de droite, nous pollinisons au pinceau ou avec d'autres moyens, mais directement sur deux fleurs, Paris central en haut de la diapo. Bon, deux fleurs qui sont donc pollinisées sur une inflorescence. Les étamines ne sont pas enlevées parce que, comme il est précisé plus bas, le pommier, effectivement, est auto-incompatible. Il porte mâles et femelles sur chaque fleur, mais la pollinisation donc, de chaque variété ne peut pas servir. Donc on n'a pas besoin de castrer les fleurs, hein, c'est-à-dire de sortir les étamines. Il suffit d'enlever les pétales. Les pétales qu'on voit ici en bas à gauche, au stade de ballon, nous enlevons les pétales et nous sortons les autres fleurs et nous posons donc au pinceau le pollen. Alors concrètement, à gauche, nous faisons donc pousser, comme on l'a vu précédemment, ces hybrides en serre. Puis une fois qu'ils sont développés et qu'ils ont 50 cm, on va les présenter soit en quinconce comme ça, soit serrés sur le rang dans une parcelle qu'on appelle une parcelle hybride, qui donc est cultivée comme un verger. Et la sélection, donc, comme vous l'avez vu, se fait dans ce verger. Puis on va terminer par, disons, des vergers d'expérimentation qui nous permettent d'avoir une idée au niveau de la conduite et puis de la régularité de production, une idée plus précise de chacun de ces hybrides. Alors bon, si vous voulez, quand un pépin, en bas à gauche, quand un pépin donc, va donner une pousse, on rentre dans une zone juvénile, comme on l'a vu précédemment. On a souvent des fleurs et pas de fruits, c'est-à-dire que ce passage en zone améliorée, ça va se faire parfois assez lentement, et puis après on va voir fleurs et fruits. Alors donc, ce que l'on voit sur la photo de droite, éperon et première fleur, on le retrouve après dans la descendance, où la première partie donc va également avoir des éperons dans la partie basse. Donc un objectif racine, c'est quand on fait des porte-greffes, le neuf était intéressant au niveau de plus on est bas, plus on a de racines, mais plus on a de broussins, et plus on est haut, moins on a de racines et moins on a de broussins, c'est-à-dire qu'on va vers la zone améliorée. Bon, et là, j'ai participé au débat des M9 il y a 20 ans, l'ANSEPS et Pilan. Voilà, et alors disons que la tige issue du pépin est d'abord juvénile, donc sans fleurs et avec éperon. Alors, les entre-nœuds, pour avoir une idée globale de l'importance de cette zone juvénile, les entre-nœuds sont de 70 à 100. On s'aperçoit aujourd'hui que plus on avance vers les types 4, les pores tombants, et plus cette zone juvénile est de moins en moins importante, ce qui est assez intéressant. On revient, ou on va du sylvestre vers le fructifère, et la zone juvénile rétrécit, et le temps, 3-4 ans,
régressit, se réduit. Quand j'ai commencé à regarder les parcelles hybrides, on comptait plutôt 5-6 ans. Alors voilà un résultat qui a été fait au Conservatoire d'Aquitaine par Evelyne Le Terme. Vous avez en haut une variété qui est de très bonne qualité, rustique, mais qui est très petite et qui ne produit qu'un an sur deux, c'est Rainette Dorée, vraiment une très bonne pomme. Hein. Et vous avez en descendance, croisé par, je pense, Chantecler, oui c'est ça, avec Chantecler, vous avez là 2 descendants qui sont rustiques de bonne qualité et sans alternance de production. Là, on a eu un passage, je pense que c'était à Mérignac, ici, là, qu'elle a été expérimentée en particulier. Alors, je ne sais pas où ça en est. Bon, alors, sixième partie. Les variétés cultivées sur leurs propres racines, qu'on appelle les SPR. Bon, alors ça va vous paraître un peu particulier, quoi, mais c'est assez intéressant de voir, de suivre ces constats et puis éventuellement ses possibilités au niveau de la culture. Bon, normalement, effectivement, les pommiers et beaucoup d'espèces fruitières sont greffés sur un porte-greffe. Hein. Et je dis là, vous voyez, ça a été vraiment la hantise pendant, je dirais, 2 décennies, des porte-greffes dont le point de greffe doit être au moins à 10 cm au-dessus du sol pour éviter tout affranchissement de variétés. Moi, tous les vergers que j'ai rencontrés en 70, ils étaient peu affranchis et déséquilibrés. Voilà. Et donc, vous avez à droite, c'est ici à Tasté, en Charente, il y a maintenant, ça fait peut-être, je sais pas, 15 ans, on a planté, par exemple, un résistant à velure, donc avec un fruit par inflorescence qui n'a pas de nom, mais qui s'appelle la X3305, et qui effectivement donc a montré toute la possibilité qu'on pourrait avoir de cultiver ces variétés sur propre racine. Alors pourquoi ? Bien, quand on a commencé à voir l'intérêt d'avoir des types 4, C ou D, on sait qu'on arrachait les parcelles hybrides à la Poclin, hein, la grosse belle. Je me suis dit, bon, ce serait intéressant de faire une étude de la ramification et de la fructification de ces hybrides, tous confondus, c'est-à-dire c'était 3 séries, à peu près 300 hybrides, et puis de voir aussi en même temps la façon dont ils sont enracinés. Et là, on a trouvé une différence tout à fait intéressante. C'est-à-dire que les variétés à port retombant et fructification terminale n'ont pas de pivot, mais de nombreuses racines fasciculées, ce que vous voyez sur la photo de droite. Alors qu'en haut, on ne voit pas les pivots, on voit plutôt des grosses racines latérales parce qu'à la transplantation, le pivot est coupé. Mais en fait, les racines sont grosses, quoi. Donc, j'ai fait une classification et j'ai fait un travail là-dessus. Voilà la classification. Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait un tronc racinaire et que plus on descendait, moins il y avait de pivots et plus il y avait un tronc racinaire, en rouge en bas, à la hauteur du tronc racinaire. Et donc, nous avons comparé ça et mis en relation avec la perte de dominance des racines principales, pivots, etc. Et donc, on a fait une classification qui nous a permis de nous rendre compte qu'effectivement, les racines fasciculées type D3, D2 sont généralement des variétés qui ont un type de production, une façon de fructifier qui est proche des types 4 et C et D. Alors, voilà, mais seulement on m'a arrêté, là. J'ai pas eu... C'est dommage, c'est un très bel essai, enfin, à mon avis, un très bel essai. Donc, j'ai fait un essai comparatif de mode de multiplication. J'avais une nouvelle technicienne qui travaillait in vitro pour d'autres laboratoires, donc j'ai eu des plans in vitro, j'ai fait des plans in vitro, des marcottes et des boutures.
Hein. Alors, in vitro, on a eu une mise à fruit lente et une zone juvénile importante. Donc, on va voir après, on est reparti en dessous du niveau de la zone améliorée. Les marcottes, une mise à fruit satisfaisante, on va le voir. Et puis les boutures, alors là, c'est intéressant parce que la bouture, elle a les racines sous la paume, quoi. Alors, voilà, vous êtes devant un arbre, la 3263, qui a été connu. Je ne sais pas si on l'a utilisé peut-être comme géniteur. C'est une grosse pomme à un fruit par inflorescence, qui est issue de marcotte, qui a 98 fruits en troisième année après la production. Et vous voyez qu'en haut, il n'y a pas d'excès de vigueur et la mise à fruit est en cours, quoi. Et bon, ces branches vont donc se plier. Donc on a un très bon équilibre malgré le fait qu'on n'ait pas de racines. Et vous voyez en bas à gauche, à droite, pardon, le point de greffe, il n'existe pas évidemment puisque nous sommes directs. Voilà, alors voilà, j'ai marqué en rouge au milieu et c'est considéré inopportun et arraché prématurément. Voilà. Alors, oui, pour vous dire quand même qu'il y a d'autres aspects dans cette création variétale, on a par exemple la 3305 qui est un Chantecler babouchade, qui est résistante à velure, pas sensible à l'oïdium, type C, 4C, un fruit par inflorescence et une qualité pas mal, pas mal. Vous l'avez à droite, pareil, sur propre racine, regardez la mise à fruit qu'elle fait. Et alors, dans cette série, ça c'est un autre aspect, mais je ne dis que deux points importants, mais qui à mon avis, nécessiterait beaucoup de travail. Cette variété a la particularité d'avoir 2 fois plus de cellules que Golden Delicious. C'est un travail qu'on a fait avec la Grotec d'Agen. Et pour un même volume de pulpe, quoi. Donc, ça veut dire simplement que cette création variétale pourrait aller beaucoup plus loin si on s'y mettait, quoi. Donc, le gros problème, si vous voulez, dans la recherche agronomique aujourd'hui, c'est qu'on a d'excellents scientifiques, mais qui, effectivement, ne connaissent pas leur espèce parce que personne ne bosse sur le végétal, quoi. Personne. Même actuellement, quoi. Alors, regardez à droite, c'est assez étonnant, quoi. On peut avoir des pommes. On a fait des tests d'émission d'éthylène en mettant les pommes dans des Tupperware et en mesurant l'éthylène dans le Tupperware, quoi. On s'aperçoit qu'effectivement, on pourrait avoir notre critère de sélection, c'est celui d'émettre très très peu d'éthylène et de pouvoir conserver les pommes sans froid, quoi. Donc, et là, vous avez un de ces hybrides. Alors, je ne sais pas s'il a été conservé, mais je ne pense pas. Où vous avez à la fois sur l'arbre des pommes alors que la floraison arrive, quoi. Et vous les goûtez, regardez les oiseaux, ils les bouffent, quoi. Ça se passe pas si mal. Bon, voilà, alors, sur propre racine, si vous voulez, on peut situer nous avons l'in vitro, on se trouve en pleine zone juvénile. La marcotte, vraisemblablement, est assez proche de la bouture, mais la bouture, le problème, c'est que la bouture, c'est pas facile en pommier, quoi. Et il faudrait effectivement s'adapter si on veut réaliser des essais à ce niveau-là, essayer d'adapter les techniques pour provoquer des racines. Alors, ces hybrides, ces géniteurs, si vous voulez, je les ai donc marcotés, et puis on les a essayés au CIREA il y a maintenant, je ne sais pas, 30 ans au moins. Vous voyez, le géniteur a un fruit par inflorescence, la 3426, sur ses propres racines. Bon, vous voyez, c'est pas si mal, hein, ça, à gauche, l'équilibre se fait. Et puis nous avons à droite ce qu'on a déjà vu, donc le géniteur résistant aux pucerons cendrés. Voilà, alors disons que pour le moment, nous en sommes. Je dis pour le moment parce qu'il y en a quand même des choses qui arrivent par derrière. Nous avons donc Rougel, que vous connaissez sans doute, Akita, donc, qui est effectivement en cours, et puis plus celle qui se bouscule à la sortie. Et je me permettrai de terminer
pour signaler effectivement que ce travail, il est fait en équipe, quoi, avec Michel, hein, celui qui découvre, qui goûte tout, s'exclame et perdure, un Béarnais indéracinable, SPR. Et moi, je tiens à le féliciter pour sa capacité à tenir bon et aller de l'avant. Nicolas, qui nous a rejoints, bon, c'est celui qui connaît toutes les petites bêtes, hein, les champignons comme insectes, qui est au cœur de l'arbo aujourd'hui, qui nous interpelle, quoi. Et là, vous voyez, il ose contester l'avis du chef. Voilà. Et puis Pierre qui goûte aussi avec nous et qui sélectionne, c'est celui qui note tout, hein, qui rassemble, qui transmet. Et je puis dire, j'espère que je ne vais pas l'ennuyer, mais que c'est la sagesse de l'équipe. Voilà, je vous remercie.